Il existe une erreur profonde que certaines femmes passionnées commettent en amour, et qui détruit leur relation avant même qu'elles n'aient une chance de commencer. Le plus troublant, c'est qu'elles n'ont aucune idée qu'elles commettent cette erreur. Elles pensent qu'elles aiment de la bonne manière. Elles pensent qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Mais c'est précisément ce meilleur qui éloigne les hommes qu'elles désirent le plus. Jung a identifié ce schéma il y a plus d'un siècle. Il l'a appelé la projection de l'animus. Huberman, dans son laboratoire à Stanford, a prouvé que ce schéma reconfigure littéralement les circuits cérébraux. Le résultat est dévastateur. Des femmes brillantes, sensibles, profondes, se retrouvent seules ou dans des relations qui les diminuent. Et personne n'explique pourquoi, jusqu'à maintenant. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre quelque chose que la plupart des femmes ne découvrent jamais sur elles-mêmes. Quelque chose qui explique pourquoi vos relations suivent le même schéma destructeur. Pourquoi vous attirez des hommes qui ne parviennent pas à correspondre à votre intensité. Pourquoi plus vous aimez, plus vous vous sentez vide. Et, plus important encore, vous allez apprendre exactement ce qu'il faut faire pour briser ce cycle. Pas avec des conseils superficiels, mais avec la science qui se cache derrière votre cerveau amoureux. Commençons par ce que Jung a découvert sur la psyché féminine, quelque chose qu'il a écrit en 1921, mais que la psychologie moderne a ignoré pendant des décennies. Jung a observé que chaque femme porte en elle une figure masculine inconsciente. Il a appelé cette figure l'animus. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une structure psychique réelle qui influence les pensées, les émotions et surtout les choix amoureux. L'animus se forme dès l'enfance, la relation avec le père, avec des figures masculines d'autorité, avec la culture. Tout cela façonne cette image interne du masculin. Et voici le problème. Lorsque l'animus n'est pas reconnu, il est projeté. La femme ne voit pas l'homme réel devant elle. Elle voit une version idéalisée, créée par sa propre psyché. Jung a été direct à ce sujet. Il a écrit que la femme projette son animus sur son partenaire et s'attend à ce qu'il soit le porteur de toutes les qualités qu'elle attribue inconsciemment à cette figure. Lorsque l'homme réel échoue inévitablement à correspondre à cette image impossible, la déception est dévastatrice. Mais attendez, parce que ce que Huberman a découvert sur le cerveau approfondit cela d'une manière que Jung n'aurait jamais imaginée. En novembre 2024, le docteur Alan Shore est apparu dans le Huberman Lab pour expliquer quelque chose de révolutionnaire. Il a montré que les 24 premiers mois de la vie déterminent la façon dont votre cerveau traite les relations pour le reste de votre existence. L'hémisphère droit du cerveau, qui domine le développement initial, crée des schémas d'attachement qui deviennent automatiques. Shore a expliqué qu'il existe 3 schémas principaux: l'attachement sécure, l'attachement évitant et l'attachement anxieux. Et voici le lien que personne ne fait. L'attachement anxieux, qui affecte des millions de femmes, est la manifestation neurologique exacte de l'animus non intégré que Jung a décrit. Pensez-y. Une femme avec un attachement anxieux présente une hypervigilance constante. Elle surveille obsessivement les signaux de son partenaire, interprète le silence comme un rejet, a besoin de réaffirmation constante, sent que quelque chose ne va pas, même quand tout va bien. Huberman a expliqué dans l'épisode 59 que le système nerveux de ces personnes a été calibré dans l'enfance pour un état d'alerte permanent. L'amygdale, la région du cerveau qui traite les menaces, est constamment activée. Le cortex singulaire postérieur, qui surveille l'environnement, maintient une connexion hyperactive avec les centres de la peur. Cela signifie qu'aimer intensément, pour ces femmes, n'est pas un choix. C'est une compulsion neurologique. Le cerveau ne sait littéralement pas fonctionner autrement. Et voici la partie que la plupart des thérapeutes ne relient pas. Jung a écrit que lorsqu'une femme projette son animus sur un homme, elle crée une relation marquée par des hauts et des bas intenses, de l'animosité mélangée à de la sentimentalité. Une union qui laisse fréquemment le couple émotionnellement épuisé. Observez la correspondance. Le schéma d'attachement anxieux décrit par la neuroscience moderne présente exactement ces caractéristiques. Des oscillations émotionnelles extrêmes, des moments de connexion intense suivis par des crises d'insécurité.
un cycle qui semble impossible à briser. Ce n'est pas une coïncidence. Jung a cartographié psychologiquement ce que Huberman a validé neurologiquement. Ce sont deux perspectives sur le même phénomène. Mais pourquoi les femmes passionnées sont-elles plus vulnérables à ce schéma? Voici ce que personne n'explique. L'intensité émotionnelle est une force, la capacité de sentir profondément, de se connecter à des niveaux que d'autres personnes n'imaginent même pas, d'aimer de tout son être. Ce n'est pas un défaut, c'est un don. Le problème n'est pas l'intensité. Le problème est la façon dont cette intensité est dirigée. Lorsqu'une femme passionnée n'a pas intégré son animus, toute cette force émotionnelle est canalisée vers l'extérieur, vers l'autre, vers la recherche de validation externe, vers la tentative de combler avec l'amour d'autrui un vide qui ne peut être comblé qu'intérieurement. Jung a été clair à ce sujet. L'animus, lorsqu'il n'est pas intégré, fonctionne comme un gardien entre la femme et sa propre profondeur spirituelle. Tant qu'elle cherche extérieurement ce qui n'existe qu'intérieurement, elle reste déconnectée de son véritable pouvoir. Et Huberman a prouvé que cette recherche externe a un coût neurologique réel. Des études de 2024 utilisant la neuroimagerie fonctionnelle ont montré que les personnes ayant un attachement anxieux présentent une activation augmentée dans les régions cérébrales associées à l'évaluation affective. En d'autres termes, le cerveau de ces personnes évalue constamment si elles sont suffisamment aimées, recherche constamment des signes d'approbation ou de rejet. Cela génère un stress chronique, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Le système qui régule le cortisol fonctionne de manière dysfonctionnelle. Des niveaux élevés de cortisol deviennent la norme, et un cortisol élevé affecte la cognition, l'humeur, la santé physique. La femme passionnée qui aime trop ne souffre pas seulement émotionnellement. Elle endommage littéralement son corps et son cerveau dans le processus. Mais voici ce qui change tout. Laissez-moi vous parler d'une consultante que Jung a suivie. Il n'a pas révélé son nom, mais il a décrit le cas en détail. Elle était une femme extrêmement talentueuse, intelligente, sensible, capable d'insights profonds, mais ses relations étaient un désastre après l'autre. Elle tombait amoureuse intensément, idéalisait son partenaire, et lorsque la réalité s'imposait, l'effondrement était brutal. Jung a observé qu'elle ne se reliait pas à des hommes réels, elle se reliait à une image interne qu'elle projetait sur eux, et cette image était parfaite, impossible à égaler. Le schéma se répétait parce qu'elle ne regardait jamais à l'intérieur. Toute son énergie était concentrée sur la recherche de l'homme idéal, alors qu'en réalité, le voyage était d'intégrer le masculin intérieur. Maintenant, comparons cela avec ce que la neuroscience moderne a découvert concernant les schémas relationnels. En 2024, des chercheurs ont publié une étude utilisant l'électroencéphalographie pour prédire les styles d'attachement. Ce qu'ils ont trouvé était révélateur. Les personnes ayant un attachement anxieux présentent des amplitudes accrues dans des composantes cérébrales spécifiques lors de tâches de régulation émotionnelle. Le cerveau travaille plus. Il fait plus d'efforts. Mais cet effort supplémentaire ne produit pas de calme. Il produit de l'épuisement. L'étude a montré que la dilatation pupillaire, un marqueur d'effort cognitif, est significativement plus importante chez les personnes ayant une forte anxiété d'attachement lorsqu'elles tentent de réévaluer des situations émotionnelles. En d'autres termes, elles essaient constamment de se calmer. Mais le système nerveux ne coopère pas. Cela explique pourquoi la femme passionnée a l'impression de toujours ramer à contre-courant. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est un système nerveux configuré pour un état d'urgence. Et voici la connexion que presque personne ne fait. Jung a décrit que l'animus non intégré maintient la femme dans un état de tension interne constante. Elle ne se détend jamais complètement. Elle est toujours vigilante, toujours en quête. C'est exactement ce que la neuroscience appelle l'attachement anxieux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une découverte encore plus perturbante. Des chercheurs ont découvert que le cortex singulaire postérieur, une région du cerveau associée à la conscience de soi et à la surveillance de l'environnement, montre une connexion anormalement forte avec l'amygdale chez les personnes ayant un attachement anxieux.
Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que la partie du cerveau qui demande « qui je suis » est constamment connectée à la partie qui détecte le danger. L'identité de ces personnes est fusionnée avec la menace. Chaque interaction romantique est vécue comme un risque. Chaque silence du partenaire est perçu comme un abandon potentiel. Le cerveau ne parvient pas à distinguer la sécurité du danger. Tout semble menaçant. Jung l'avait intuité des décennies avant que la neuroscience ne le confirme. Il a écrit que la femme dont l'animus n'est pas intégré vit dans un état de possession partielle. L'archétype la domine au lieu de la servir. Elle n'a pas le contrôle sur ses réactions émotionnelles parce qu'une force inconsciente est aux commandes. La force inconsciente de Jung est le circuit hyperactif de Huberman. Ce sont deux langages décrivant le même phénomène. Mais calmez-vous, parce que voici la partie qui offre un espoir réel. Jung a découvert que l'animus a 4 stades de développement, et la plupart des femmes restent coincées dans les 2 premiers. Le premier stade est l'animus comme pouvoir physique, attraction pour la force brute, la protection, la sécurité matérielle. Le deuxième stade est l'animus comme action et initiative, attraction pour les hommes qui accomplissent, les conquérants, ceux qui font bouger les choses. Dans ces 2 stades, la femme cherche encore extérieurement, elle projette encore, elle dépend encore de l'autre pour se sentir complète. Le troisième stade est l'animus comme parole et logos. Ici, la femme commence à valoriser la communication, la profondeur intellectuelle, la capacité d'articuler des idées. Il y a déjà un mouvement vers l'intégration. Le quatrième stade est l'animus comme signification spirituelle. À ce niveau, la femme a intégré son énergie masculine interne. Elle n'a plus besoin de projeter. Elle peut voir l'homme réel sans les filtres de l'inconscient. Elle peut aimer sans dépendance. Jung a écrit que lorsque la femme atteint le quatrième stade, aucune personne extérieure ne peut contenir permanentement l'image de l'animus, parce que cette image a été réabsorbée, intégrée. Elle est devenue une partie consciente de la psyché. Et voici la connexion neurologique que Huberman a validée. Des recherches de 2025 ont démontré que les styles d'attachement existent sur un spectre et peuvent être modifiés. La neuroplasticité permet de reconstruire les circuits formés pendant l'enfance. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Huberman a expliqué que la clé réside dans la régulation du système nerveux autonome. Lorsque la femme apprend à sortir de l'état d'hypervigilance, lorsqu'elle développe une capacité d'autorégulation, lorsqu'elle parvient à calmer sa propre amygdale sans avoir besoin de l'autre, quelque chose de profond change. Elle arrête de chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur. Et c'est exactement ce que Jung a décrit comme l'intégration de l'animus. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment faire cela en pratique? Comment sortir de ce schéma qui semble si automatique? La première chose est la reconnaissance. Tant que vous n'admettrez pas que ce schéma existe, vous ne pouvez pas le changer. Observez vos relations passées. Recherchez le moment où l'intensité s'est transformée en dépendance. Identifiez les attentes impossibles que vous avez placées sur vos partenaires. Jung a dit que rendre conscient l'inconscient est la première étape vers toute transformation. Vous devez voir l'animus avant de pouvoir l'intégrer. La deuxième chose est la régulation nerveuse. Huberman a présenté des techniques spécifiques pour cela. Le soupir physiologique, 2 courtes inspirations par le nez suivies d'une expiration longue par la bouche, active immédiatement le système parasympathique. Pratiquez régulièrement. Cet exercice recalibre le système nerveux, mais il ne suffit pas de faire la technique dans les moments de crise. Il faut s'entraîner quotidiennement. Créer une base de calme qui ne dépende pas de l'autre. La troisième chose est le développement de l'autonomie émotionnelle. Cela ne signifie pas l'isolement. Cela signifie la capacité de réguler ses propres émotions avant de chercher la co-régulation. Shore a expliqué dans le Huberman Lab que les personnes ayant un attachement anxieux cherchent chroniquement la co-régulation. Elles ont besoin de l'autre pour se calmer. Elles n'ont pas développé suffisamment de circuits internes pour cela. La solution est de construire ces circuits à travers des pratiques contemplatives, à travers une exposition graduelle à la solitude
à travers l'apprentissage d'être avec soi-même sans que cela signifie l'abandon. La quatrième chose est de reconnaître l'homme réel, pas la projection. Lorsque vous réalisez que vous êtes en train d'idéaliser, arrêtez-vous. Demandez-vous, qui est cette personne vraiment? Quels sont ses défauts réels? Que peut-elle et ne peut-elle pas offrir? Jung a dit que la projection de l'animus crée l'amour au premier regard. Cette sensation d'avoir trouvé la personne parfaite, d'être enfin complète. Cette sensation est un signal d'alerte, pas une connexion véritable. La cinquième chose est d'accepter que l'intégration est un processus. Cela ne se fait pas d'un coup. Il y aura des rechutes, des moments où vous reviendrez à l'ancien schéma. Cela fait partie du processus. Huberman a expliqué que la neuroplasticité nécessite la répétition. De nouveaux circuits ne se forment pas instantanément. Il faut pratiquer constamment jusqu'à ce que le nouveau schéma devienne automatique. Maintenant, avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Ce contenu que vous regardez n'existe nulle part ailleurs. Ce n'est pas parce que je l'ai inventé. C'est parce que peu ont le courage de connecter Jung avec la neuroscience de manière honnête. L'université maintient ces disciplines séparées. Les thérapeutes évitent Huberman. Les neuroscientifiques ignorent Jung. Chaque vidéo de ce type exige des heures de recherche, des connexions qui doivent être vérifiées, une traduction entre deux langues complètement différentes. Si ce contenu vous apporte quelque chose, si vous comprenez vos schémas de pensée d'une manière nouvelle, le bouton Super Thanks juste en dessous est votre façon de dire « Continuez à révéler ». Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de rendre possible ce travail de synthèse que le système académique refuse de faire. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la prochaine révélation. Vous faites partie d'un mouvement de personnes qui exigeant de la profondeur au lieu de la superficialité. Maintenant, continuons avec quelque chose qui va encore plus éclairer. Il existe une différence cruciale entre aimer intensément et aimer de manière anxieuse. Et la plupart des gens confondent les deux. Aimer intensément, c'est la capacité de connexion profonde. C'est un don, une force. Cela n'a pas besoin d'être guéri. Cela doit être dirigé correctement. Aimer de manière anxieuse, c'est la dépendance émotionnelle, c'est la peur déguisée en amour. C'est une recherche désespérée de validation. C'est ça qui doit être transformé. L'erreur de la femme passionnée n'est pas de trop sentir, c'est de diriger cette capacité de sentir vers le mauvais endroit, vers l'extérieur au lieu de l'intérieur, vers l'autre au lieu de soi-même. Jung expliquait que l'animus intégré permet à la femme d'accéder à des territoires de sa propre psyché qui étaient auparavant inconscients. Elle récupère un pouvoir qui était projeté à l'extérieur. Elle devient plus complète, plus autonome, paradoxalement. Cela la rend aussi plus capable d'aimer vraiment, parce que maintenant, elle n'a plus besoin de l'autre pour se sentir entière. Elle peut choisir d'aimer au lieu d'avoir besoin d'aimer. Elle peut offrir l'amour comme une abondance au lieu de chercher l'amour comme un manque. Huberman a validé cela neurologiquement. Quand les circuits de régulation interne sont développés, la personne n'a plus besoin de stimuli externes constants pour se sentir bien. La dopamine n'est pas liée exclusivement à l'autre. L'ocytocine peut être générée à travers d'autres sources, comme un bon repas entre amis, une promenade en forêt. Cela change complètement la dynamique des relations. La femme qui a intégré son animus n'effraie pas les hommes avec son intensité. Elle les attire, parce que l'intensité sans dépendance est magnétique. La profondeur sans désespoir est irrésistible. Et voici le paradoxe que Jung a identifié. Quand vous arrêtez de chercher si désespérément, tout commence à venir à vous. Pas parce que l'univers récompense le détachement, mais parce que vous êtes enfin disponible pour recevoir. Tant que l'énergie est toute dirigée vers l'extérieur, il n'y a pas de place pour que quoi que ce soit entre. Quand vous recueillez cette énergie, intégrez votre animus, développez l'autorégulation. Un vide sain se crée, et ce vide attire. La neuroscience confirme. Les personnes avec un attachement sécure, que Huberman a décrit comme capables d'alterner efficacement entre autorégulation et recherche de soutien, sont plus attirantes dans les études. Les partenaires les perçoivent comme plus fiables. Les relations avec elles durent plus longtemps. Ce n'est pas un mystère,
c'est de la science. Jung a cartographié psychologiquement. Huberman a validé biologiquement. Maintenant, je veux parler de quelque chose que peu mentionnent. Le rôle du corps dans ce processus. L'attachement anxieux n'est pas seulement dans l'esprit. Il est inscrit dans le corps, dans le système nerveux, dans les schémas de tension musculaire, dans la respiration superficielle, dans la posture. Huberman a expliqué que les états émotionnels créent des états corporels et vice-versa. Vous ne pouvez pas changer des schémas mentaux profonds simplement en y pensant. Vous devez travailler aussi au niveau physique. Des pratiques comme la respiration contrôlée, l'exposition au froid, l'exercice physique intense, toutes celles-ci recalibrent le système nerveux, créent une base physiologique différente sur laquelle de nouvelles émotions peuvent émerger. Jung le savait intuitivement. Il recommandait à ses consultantes de ne pas seulement analyser leurs rêves, mais aussi de bouger, de créer, de s'exprimer à travers le corps. L'intégration de l'animus n'est pas seulement mentale, elle est somatique. Une femme qui entraîne son corps au calme, qui développe sa capacité de régulation à travers des pratiques physiques, construit la base biologique pour de nouveaux schémas relationnels. Et cela nous amène au protocole intégré qui unit Jung et Huberman. Le matin, avant d'interagir avec n'importe quel écran ou personne, 10 minutes de pratique de régulation nerveuse. Ça peut être de la respiration, ça peut être l'exposition au soleil, ça peut être de l'exercice. L'objectif est d'établir un état interne solide avant d'affronter les stimuli externes, pendant la journée. À chaque fois que vous remarquez la tendance à chercher la validation externe, faites une pause, faites le soupir physiologique. Demandez-vous, qu'est-ce que je recherche qui n'existe qu'en moi? Le soir, pratique de réflexion. Ça peut être l'écriture, ça peut être la méditation, ça peut être l'analyse des rêves comme Jung le recommandait. L'objectif est de traiter la journée, d'identifier les moments de projection, de reconnaître les schémas. Chaque semaine, temps de solitude intentionnelle. Pas la solitude comme punition, la solitude comme pratique. Temps pour être avec soi-même sans avoir besoin de personne. Cela renforce les circuits d'autorégulation. Ce protocole n'est pas de la théorie. C'est la synthèse de 100 ans de Jung avec les découvertes les plus récentes de Stanford. C'est ce qui fonctionne. Mais laissez-moi vous raconter ce qui arrive quand une femme fait vraiment ce travail. Je veux parler des 3 étapes de transformation que Jung a observées chez ses consultantes qui ont réussi à intégrer l'animus. La première étape est la reconnaissance du schéma. La femme se rend compte qu'elle projette, voit l'idéalisation se produire, mais elle n'arrive toujours pas à s'arrêter. C'est comme se regarder répéter la même erreur. La frustration est normale à cette phase. Huberman expliquerait cela comme le moment où le cortex préfrontal commence à créer de nouvelles connexions avec les centres émotionnels. La conscience est là, mais les circuits automatiques dominent encore. C'est une période de conflit interne intense. La deuxième étape est l'interruption active. La femme commence à faire une pause avant de réagir. Quand elle sent l'urgence de chercher la validation, elle arrive à respirer d'abord. Quand elle remarque l'idéalisation commencer, elle arrive à questionner. Elle sent encore les impulsions, mais elle n'est pas dominée par elles, neurologiquement. C'est le stade où de nouveaux réseaux neuronaux se forment. La neuroplasticité se produit. Chaque fois que la femme choisit de répondre au lieu de réagir, elle renforce les nouveaux circuits. C'est laborieux, exige de l'énergie, mais chaque répétition compte. La troisième étape est l'intégration genuine. La femme n'a plus besoin de faire d'efforts conscients pour ne pas projeter. Le nouveau schéma est devenu automatique. Elle voit les hommes comme ils sont, pas comme sa psyché a besoin qu'ils soient. Elle peut aimer intensément sans se perdre. Elle peut être seule sans se sentir abandonnée. Jung a décrit les femmes qui ont atteint ce stade comme ayant une qualité de présence différente. Elles irradient quelque chose. Elles n'ont pas besoin de chercher parce qu'elles ont déjà. Elles n'ont pas besoin de remplir parce qu'elles sont déjà complètes. Huberman validerait cela comme un état où les systèmes sympathiques et parasympathiques sont en équilibre. Là où l'amygdale n'est pas chroniquement activée, là où les niveaux de cortisol de base sont sains. C'est un état de paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures.
Alors, combien de temps faut-il pour y arriver, vous demandez-vous? Honnêtement, cela varie. Carl Jung observait des transformations se produire en quelques mois chez certaines consultantes et en années chez d'autres. Andrew Huberman explique que la neuroplasticité est réelle, mais elle n'est pas instantanée. Le cerveau adulte change, mais il change graduellement. Ce qui importe, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Chaque jour où vous pratiquez les protocoles est un jour de plus vers l'intégration. Chaque moment de conscience est une nouvelle connexion neuronale. Et il y a autre chose que je dois vous dire à propos de ce processus. Il ne se déroule pas en ligne droite. Il y aura des régressions, des moments où vous reviendrez à l'ancien schéma, comme si rien n'avait changé. Cela ne signifie pas un échec. Cela signifie que le processus est en cours. Carl Jung observait que fréquemment, les rechutes les plus intenses surviennent juste avant des avancées significatives. C'est comme si l'inconscient faisait une dernière tentative de maintenir le statu quo, avant de céder. Andrew Huberman expliquerait cela comme le phénomène où les circuits anciens, lorsqu'ils sont menacés par de nouveaux schémas, intensifient temporairement leur réponse. C'est le vieux qui lutte contre le nouveau. C'est attendu. C'est une partie intégrante du processus. La différence entre celle qui se transforme et celle qui reste bloquée n'est pas l'absence de rechute, c'est la persistance malgré elle. Et voici la vérité ultime que je dois vous révéler. L'erreur de la femme passionnée en amour n'est pas un défaut de caractère. C'est un schéma neurologique formé dans l'enfance, renforcé par la culture, maintenu par un manque de conscience. Vous n'êtes pas coupable d'avoir ce schéma, mais maintenant que vous le savez, vous êtes responsable de le transformer. Carl Jung a écrit qu'intégrer l'animus est l'une des tâches les plus importantes du développement féminin. Non pas parce que les femmes sont incomplètes, mais parce que la projection constante empêche l'accès à sa propre profondeur. Andrew Huberman a prouvé que le cerveau peut changer à n'importe quel âge. Les circuits formés dans l'enfance ne sont pas une destination. Ce sont un point de départ. Vous pouvez apprendre à aimer avec toute votre intensité, sans vous perdre dans l'autre. Vous pouvez maintenir votre profondeur émotionnelle, sans devenir otage de celle-ci. Vous pouvez être la femme passionnée que vous êtes, sans que cela détruise vos relations amoureuses. Mais cela exige du travail, cela exige de la conscience, cela exige de la pratique. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable, c'est de savoir si vous êtes prête, maintenant. Racontez-moi dans les commentaires. Reconnaissez-vous ce schéma chez vous? Aimez-vous intensément et repoussez-vous les hommes, ou vous retenez-vous et vous sentez-vous vide? Quel côté connaissez-vous le mieux? Et si vous pensez que j'ai simplifié à l'extrême la neuroscience, ou forcé une connexion avec Carl Jung, commentez aussi, critiquez, questionnez. Ce dialogue est ce qui nous fait avancer. N'oubliez pas de laisser votre j'aime si ce contenu vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau. Et abonnez-vous pour ne pas perdre les prochaines vidéos, parce que la journée d'intégration continue. Carl Jung a dessiné la carte. Andrew Huberman est en train de la traduire dans le langage du cerveau. Et vous êtes ici, à ce moment précis, prête à l'appliquer. La science a validé ce que la sagesse ancienne a toujours su. L'heure est venue d'intégrer. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Des milliers de femmes passionnées découvrent exactement ce que vous avez découvert aujourd'hui. Elles font le même travail. Elles affrontent les mêmes défis. La différence, c'est que maintenant, vous avez la carte. Carl Jung l'a dessinée. Andrew Huberman l'a traduite dans le langage du cerveau. Et vous avez le courage de l'appliquer. C'est la synthèse qui transforme. Psychologie profonde, plus neurosciences modernes. Sagesse centenaire, plus découverte de Stanford. L'ancien et le nouveau unis au service de votre transformation. Faites-en bon usage.